Chers élèves, je vous demande de reprendre le cours pour cette dernière séance de notre... Quel lien entretient-elle avec l'astronomie? Je vous ai mis un petit proverbe latin, ad augusta per angusta, qui veut dire vers le plus haut, vers tout ce qui est auguste, ce qui est grand, per angusta, à travers ce qui est étroit. Angouste, ce qui est étroit, ça donne angoisse, anxieux, etc. Angine aussi. Déduire des informations d'un texte. Voici un extrait d'un livre qui s'appelle L'origine des constellations de Bradley Schaffer. La première chose que repère tout curieux lorsqu'il lève les yeux vers la voûte céleste par une belle nuit d'été, c'est la constellation de la Grande Ourse. Les 88 constellations que nous connaissons aujourd'hui ont été définies par l'Union astronomique internationale en 1930. Elles sont cependant, pour la plupart, directement inspirées des constellations grecques, telles que les a décrites l'astronome Ptolémée dans l'Almageste vers 150. L'histoire des constellations remonte bien avant les Grecs. Elles sont présentes dans toutes les cultures du monde. La voûte étoilée s'est toujours offerte à la contemplation des hommes, et le cerveau humain étant naturellement doué pour reconnaître des formes, il n'est pas surprenant que l'on ait regroupé les étoiles pour former des figures. Je vous demande de répondre à 4 questions. Actuellement, combien existe-t-il de constellations? Regardez bien dans votre texte. Qui les a définies? Quel astronome grec est en fait à l'origine de leur description et comment expliquer la création de ces constellations par les hommes? À vous. Voici les réponses à ces questions. Actuellement, il existe 88 constellations. C'est l'Union astronomique internationale qui les a définies. L'astronome grec qui est en fait à l'origine de leur description est le savant alexandrin Ptolémée. Donc il vivait à Alexandrie. Il passe pour être à l'origine d'un grand nombre de ces constellations, un grand nombre de la reconnaissance de ces constellations. Il les a écrites dans l'Almageste. Cet ouvrage constitue l'aboutissement de ce que l'on appelle l'astronomie mathématique et si on le considère à juste titre comme un des plus grands livres de toute l'histoire des sciences, il n'en demeure pas moins que Ptolémée doit beaucoup à ses prédécesseurs, qu'il s'agisse d'Eudoxe de Cnide ou d'Aratos de Solès, l'auteur d'un livre qui s'appelle Les phénomènes, dans lesquels il décrit les phénomènes physiques et aussi bien sûr l'astrophysique. Comment expliquer la création de ces constellations par les hommes? La création de ces constellations s'explique par la capacité que possède le cerveau humain de reconnaître des formes lorsqu'il regarde les étoiles ou lorsqu'on regarde les nuages également, par exemple. Je pense qu'il vous est arrivé à tous d'imaginer des formes dans les nuages. Il faut bien avoir à l'esprit que nos constellations s'inspirent de la mythologie grecque parce que nous sommes en Europe et que l'Europe s'inspire de la culture gréco-romaine. En revanche, dans d'autres pays, dans d'autres régions du monde, comme l'Asie ou l'Amérique du Sud, les histoires sont bien différentes et les constellations se repèrent bien différemment. Voilà un extrait des Fastes d'Ovide. La première nuit, l'étoile qui s'est penchée sur le berceau de Jupiter devient visible. Le signe pluvieux de la chèvre oléenne, oléenne ça veut dire de l'épaule, en raison de sa représentation sur l'épaule gauche de la constellation du Cocher, comme vous le voyez sur l'image à côté. Elle est au ciel en récompense du don de son lait. La naïade Amalthée, bien connue dans l'Ida de Crète, cacha, dit-on, Jupiter dans la forêt. Elle possédait une belle chèvre. Elle donnait son lait aux dieux. Mais elle se brisa une corne contre un arbre et y perdit la moitié de sa prestance.
De sa prestance, ça veut dire de sa belle apparence. La nymphe emporta cette corne, l'enveloppa d'herbes fraîches, la remplit de fruits et la présenta aux lèvres de Jupiter. Quand ce dernier occupa le royaume céleste et eut pris place sur le trône paternel, et que rien n'était plus grand que l'invincible Jupiter, il changea en étoile la nourrice, ainsi que la corne d'abondance qui porte encore aujourd'hui le nom de sa maîtresse. Je vous demande de quel personnage de la mythologie il est question dans ce texte d'Ovide et quel acte il a accompli. À vous. Voici les réponses à ces questions. Les personnages de la mythologie dont il est question ici sont la naïade, donc ça veut dire une nymphe des rivières, Amalthée et surtout sa chèvre. L'acte que ce personnage a accompli, c'est de nourrir Zeus avec le lait de la chèvre lorsqu'il a été sauvé en étant soustrait à son père Cronos et secrètement élevé en Crète. C'est également avec une des cornes de l'animal que, accidentellement brisée, que la naïade a créé la corne d'abondance, toujours dans le but de nourrir Zeus. Quelle en a été la récompense et qui la lui a donnée? Comme récompense, la chèvre et la corne ont été transformées en constellations par Zeus. Le Capricorne n'a qu'une seule corne. Voici une carte céleste, une carte du ciel, tel qu'on le voit aujourd'hui dans le nord donc, de notre planète, chez nous. Vous voyez que tout autour, il y a les mois de l'année, au même titre que la carte que nous avons réalisée pour voir quelles étaient les constellations en fonction de la date de l'année. Je vous demande de nommer les 12 signes du zodiaque utilisés aujourd'hui en astrologie. Voici la réponse à cette question. Bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau et poisson. Et vous savez très bien, vous, parce que vous êtes cultivé, qu'il y a également serpentaire. Retrouvez sur la carte du ciel leurs noms latins encore employés sur les cartes d'astronomie. Ils sont situés de part et d'autre du cercle intérieur. Servez-vous des indices pour les identifier. Les Romains nommaient Aries l'engin qui leur permettait de forcer les portes des forteresses ennemies. La libra est l'unité de mesure de poids utilisée par les Romains. Une piscina désignait un réservoir à poissons. Les Américains nommèrent, dans les années 1960, leur second programme de vols spatiaux habités Gemini, car chaque capsule emportait deux astronautes à son bord, liés comme des jumeaux. Ganymède est un enfant enlevé par Zeus pour servir le nectar à la table des dieux et non simplement de l'eau, comme pourrait laisser croire son nom latin. Voici les réponses des questions. Les noms latins encore employés sur les cartes d'astronomie sont Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Léo, Virgo, Libra, Scorpius, Sagittarius, Capricornus, Aquarius et Pisces. Voici leurs noms en grec. Krios, Tauros, Didymoi, Karkinos. Karkinos, c'est le cancer. Un cancer de la peau, par exemple, c'est un carcinome. Léon, Parthénos. Parthénos, c'est la Vierge, la jeune fille, hein. Le temple du Parthénon est dédié à Athéna Parthéna, Athéna la jeune fille. Zygos, Scorpios, Toxotes,
Aigokeiros, Hydrokos et Ictues. Servez-vous des indices pour les identifier. Les Romains nommaient Aries l'engin qui leur permettait de forcer les portes des forteresses ennemies, c'est le bélier. La Libra, c'est la balance. Une piscina donne le mot poisson. Gemini, donc le programme américain, vient du mot Gémeaux. Et Ganymède, ne versez pas de l'eau, contrairement au nom Verseau de la constellation qui lui donne son histoire, d'où vient son histoire. Vous connaissez l'histoire de la grande ours, on la nomme aussi le grand chariot, la casserole, la louche, la charrue. La nymphe Callisto eut un fils de Zeus nommé Arcas. Elle fut transformée en ours par Héra, jalouse, ou par Zeus lui-même, hein, suite aux menaces de sa femme, et partit errer dans la forêt. Plus tard, Arcas faillit tuer sa mère à la chasse. Zeus transporta alors Callisto dans le ciel, qui devint la grande ours, et Arcas devint la petite ours. Pour les Romains, les 7 étoiles principales sont devenues 7 bœufs de battage, septem triones en latin, ce qui donna notre mot septentrion, la grande ours étant toujours proche du nord. Donc le septentrion a désigné pendant des centaines d'années le nord. Au Moyen Âge, on ne disait pas le nord, on disait le septentrion. Cassiopée, Céphée, Andromède et Persée. Cassiopée était une reine d'Égypte et le roi Céphée, ils avaient une fille, la princesse Andromède. Celle-ci fut enchaînée et livrée à un monstre marin, Kétus, la baleine, qui donne le mot par exemple cétacé. Mais Persée la délivra et l'épousa. On trouve depuis dans la même région du ciel Cassiopée, Céphée, Andromède, Persée et son cheval ailé, Pégase. Le Soleil est dans la constellation des Poissons le 1er avril et dans le signe du Bélier pour les astrologues. Donc c'est tout à fait en rapport avec la maquette que nous avons construite. Il y a 2000 ans, les signes du zodiaque correspondaient à peu près aux constellations. Mais depuis, un lent mouvement de l'axe de la Terre a déplacé les saisons, donc les dates et les signes, par rapport aux étoiles. Actuellement, les signes du zodiaque des astrologues ne correspondent plus du tout aux constellations que l'on peut voir dans le ciel. Je vous ai mis une petite vidéo qui vient du journal Le Monde qui explique très bien la différence entre astrologie et astronomie et à quel point cela ne fonctionne pas. Est-ce que l'astrologie, ça marche? Pour la plupart des gens, l'astrologie, c'est ça. Des pages de magazines pleines de phrases affirmatives et énigmatiques du genre « Balance, c'est l'heure de prendre les bonnes décisions. Verseau, l'amour n'est pas loin. » Cette astrologie-là, on l'appelle l'astrologie populaire. Elle est imprimée dans les journaux depuis les années 30, mais même les astrologues n'essayent pas de la défendre. C'est, selon un avis universel, de la poudre. De perlimpinpin, de perlimpinpin. Mais il existe aussi une autre astrologie, l'astrologie dite savante, établie par des spécialistes. Cette astrologie-là est née il y a plus de 4000 ans. Elle repose sur l'étude de l'agencement des astres du système solaire à un moment donné. Alors, pour savoir si elle marche, il faut d'abord savoir comment elle marche. Et pour ça, il faut d'abord connaître un petit terme technique, l'écliptique. Pour faire simple, l'écliptique, c'est la trajectoire que suit le Soleil dans le ciel. Et les astrologues de l'Antiquité ont divisé cette écliptique en 12 tranches égales qui correspondent très vaguement aux 12 constellations du zodiaque. Et c'est encore aujourd'hui grâce à cela que les astrologues peuvent faire le thème astral des gens. Ils notent le lieu et l'heure de leur naissance et ils regardent à quel niveau l'écliptique croisait l'horizon à ce moment-là. Ce point de croisement, c'est ce qu'on appelle l'ascendant. Par exemple, si, comme Emmanuel Macron, vous êtes né le 21 décembre 1977 à 10h40 du matin à Amiens, eh bien vous êtes ascendant Capricorne. Si vous êtes né 10 minutes plus tard, toujours à Amiens, la Terre a tourné et vous êtes ascendant Verseau. Du coup, il faut être vraiment très sûr de son heure de naissance.
Les astrologues notent également la position d'autres astres sur l'écliptique. Ici, par exemple, la planète Vénus est en Sagittaire et Uranus est en Scorpion. Avec tout ça, les astrologues dessinent le thème astral, et ça ressemble à ça. On retrouve l'écliptique, les signes du zodiaque, la position des astres, l'ascendant et tout un tas d'autres trucs comme les maisons, le milieu du ciel ou les aspects. Tout cela, ce sont des réalités astronomiques, celles de la position des astres dans le ciel à un moment donné. Mais les astrologues ne se contentent pas de décrire le ciel. Ils postulent que la position des astres a une influence sur les gens. Et pour expliquer cette influence, ils s'appuient sur deux réalités physiques, la gravitation et le magnétisme. Et après tout, pourquoi pas? C'est vrai par exemple que la Lune provoque des marées hautes et des marées basses, c'est vrai aussi que le magnétisme de la Terre fait bouger les aiguilles des boussoles, donc au fond on pourrait se dire, ils peuvent parfaitement avoir une influence sur nous. Peut-être oui, mais le problème c'est que l'astrologie utilise ces réalités scientifiques de manière pas du tout scientifique. Premièrement, elle ne prend en compte que la gravité des astres. Or, la gravité est présente partout. Si je roule en Kangoo sur l'autoroute par exemple, la Kangoo dans laquelle je me trouve a beaucoup plus d'influence gravitationnelle sur moi que les planètes Mars ou Vénus par exemple. Or, l'astrologie ne prend pas en compte les Kangoos. Sur le magnétisme, c'est la même logique. Pluton par exemple est incluse dans les thèmes astraux. Or, Pluton est à 5,9 milliards de kilomètres de la Terre, ce qui est vraiment trop loin pour qu'elle ait la moindre influence magnétique sur nous. Mais les astrologues vont encore plus loin. Ils plaquent sur leur analyse non scientifique du ciel des interprétations complètement arbitraires. Par exemple, Vénus est associée à l'amour et Mercure plutôt à l'intellect. Or, l'ensemble de ces interprétations ne repose sur aucune observation objective. Rien du tout. En gros, c'est n'importe quoi. Oui, et ces dernières années, plusieurs expériences scientifiques, elles, l'ont démontré définitivement. En particulier, celle menée en 2003 par Geoffrey Dean et Ivan Kelly. Ils ont sélectionné près de 2000 couples de jumeaux astraux, c'est-à-dire des gens qui sont nés au même endroit au même moment et qui par conséquent ont exactement le même thème astral. Ils ont ensuite réalisé avec eux des tests de personnalité. Résultat, les jumeaux astraux ne se ressemblent pas plus que deux personnes prises au hasard. Autre expérience, celle réalisée en 1985 par le physicien Sean Carlson de l'université de Berkeley. Sean a d'abord fait le thème astral de 177 personnes. Ensuite, comme pour l'expérience précédente, il a fait leur test de personnalité. Il a mélangé le tout et il a demandé à 28 astrologues parmi les plus renommés des États-Unis de trouver quel thème astral correspondait à qui. Résultat, les astrologues se sont complètement plantés. Oui, en définitive, donc, on peut le dire, l'astrologie, ça ne marche pas. Mais alors, si ça ne marche pas, pourquoi est-ce que tant de gens continuent à y croire? Eh bien, c'est entre autres à cause de ce que les psychologues appellent le biais de confirmation. Ça veut dire que notre cerveau a tendance à se concentrer et à retenir les affirmations qui correspondent à nos idées préconçues. Résultat, si un horoscope prédit 3 choses, une qui correspond à nos attentes, Vous êtes très sympa. 2 autres qui n'y correspondent pas, Malheureusement, vous mourrez seul et tout le monde vous oubliera. nous aurons tendance à ne retenir que la première. Oui,